Bonjour à tous et merci encore une fois pour l'invitation. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'intelligence artificielle et comment cette dernière peut être mise donc au service de la médecine en général et de la médecine interne en particulier. Alors voici un peu comment j'ai structuré ma présentation. Je vais d'abord vous parler d'IA, c'est-à-dire on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle. C'est un terme qu'on entend à tort et à travers. Et je vais parler aussi de data, d'information, de données. On va voir que la donnée, c'est quelque chose de très important lorsqu'il s'agit de la collaboration entre l'IA et la médecine. Ensuite, je vais parler des applications concrètes de l'IA dans la médecine. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Et je vais bien sûr me concentrer beaucoup plus sur la médecine interne. Je vais terminer par les principaux obstacles, les défis majeurs qui nous freinent aujourd'hui dans cette collaboration entre les deux disciplines. Alors on démarre par la problématique. Vous savez tous que l'IA aujourd'hui, elle est omniprésente dans la vie de tous les jours. C'est difficile de penser à un secteur, à un domaine qui n'a pas été affecté grandement par cette intelligence. Donc l'objectif, c'est comment est-ce qu'on va mettre positivement cette IA au service de la médecine. Le problème, c'est qu'on doit, prendre en compte certains aspects. Déjà, les données en médecine sont des données extrêmement sensibles. Par exemple, si vous faites un projet IA en agriculture, vous faites une erreur dans votre algorithme, vous aurez des pertes agricoles, des pertes financières. Si vous faites la même erreur dans le même algorithme en chirurgie, par exemple, on aura des pertes humaines. Le deuxième point, c'est qu'il est très important de préserver la relation médecin-patient. C'est pas parce qu'on introduit la machine qu'on doit forcément éloigner le patient de son médecin. La médecine doit, pour moi, rester donc un métier profondément humain. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'IA, c'est un terme assez global qui regroupe donc plusieurs sous-disciplines à l'intérieur. C'est un terme qui date du XXe siècle. Donc l'IA, c'est tout simplement toutes les méthodes, les techniques qui visent à imiter le comportement et le raisonnement humain. Donc imiter le comportement et le raisonnement humain. Comment est-ce que c'est possible? On va exploiter des grandes quantités de données et on va montrer des exemples antérieurs à la machine. C'est un peu, si vous voulez, comme un enfant, un petit enfant va apprendre. Il va apprendre par l'exemple en voyant plusieurs situations se répéter. Le schéma que vous voyez à droite, c'est, on voit que l'IA regroupe plusieurs sous-disciplines. Donc l'IA, c'est le domaine global. À l'intérieur, on retrouve ce qu'on appelle le machine learning. Donc c'est l'apprentissage automatique. 90% de la recherche et des projets qui se font aujourd'hui, c'est du machine learning. Et à l'intérieur, on trouve ce qu'on appelle le deep learning. Donc tout ça, c'est réseau de neurones, etc. Alors, comment ça fonctionne de manière générale? Comment c'est possible pour une machine d'apprendre, d'acquérir, entre guillemets, de l'intelligence similaire à l'intelligence humaine? Ça passe par 5 phases globales. La première, on commence toujours par une donnée. On a besoin d'une grande quantité de données. C'est ce qu'on va montrer à la machine pour lui permettre d'apprendre. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on a besoin de préparer cette donnée. On a besoin de la nettoyer, enlever les éventuelles erreurs, la structurer, etc., la préparer pour la montrer à la machine. Dans la troisième étape, on appelle ça l'entraînement du modèle. Alors, modèle, entre parenthèses, c'est juste un terme technique qui désigne des algorithmes, un algorithme ou un ensemble d'algorithmes informatiques. Donc, si vous voulez, c'est le mariage de cette donnée et de ce modèle qui va faire que l'intelligence va se produire, que la machine va apprendre au fur et à mesure. Une fois qu'on a entraîné notre modèle, on doit le valider, on doit le tester. C'est l'étape que vous voyez en numéro 4. Généralement, comment est-ce qu'on teste un modèle? On va montrer des données à la machine qu'elle n'a jamais vues auparavant, c'est-à-dire qui sont différentes des données qu'on a vues dans l'étape 1 et l'étape 2, pour savoir est-ce que la machine a réellement appris ou bien est-ce qu'elle a juste copié les exemples qu'on lui a montrés. Et enfin, la dernière étape, c'est bien sûr l'amélioration. On cherche toujours à améliorer la précision de notre modèle. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Soit la donnée d'origine dans l'étape 1, soit la manière de la préparer dans l'étape 2, la manière d'entraîner le modèle ou bien le modèle lui-même, etc., etc. Alors, je vais passer rapidement sur les 3 gros types d'apprentissage qui existent aujourd'hui. On appelle ça des paradigmes d'apprentissage.
Bien sûr, je vais juste survoler. L'idée, c'est pas de faire un cours sur l'IA, donc je vais vous passer les équations mathématiques, etc. Juste, le but, c'est de voir globalement comment c'est possible à une machine d'apprendre. On commence par l'apprentissage le plus utilisé au monde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, comme son nom l'indique, on va superviser la machine, on va l'assister, on va l'aider. Comment c'est possible? Dans la donnée que je vous ai montrée dans l'étape 1, on va mettre des sortes de labels. Ce sont des étiquettes. Je vous donne un exemple très basique qui est toujours repris dans les livres, les conférences, etc. Imaginez que vous veuillez créer une machine qui puisse différencier entre différentes images de légumes entre elles. On va voir que c'est utile en médecine par la suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer des milliers d'images de légumes individuelles à la machine. Puisqu'on est dans le supervisé, on va mettre une étiquette sur chaque image de légumes. Ceci est une tomate, ceci est une carotte, ceci est un poivron. Simple exemple. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La machine, elle va essayer de comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qui fait que cette image représente une tomate. Elle pourrait se dire, par exemple, à chaque fois que je vois une forme un peu arrondie dans le légume, il y a une étiquette qui dit, c'est une tomate. Donc elle va associer la forme arrondie aux légumes de la tomate. Maintenant, imaginez qu'elles doivent différencier entre la carotte et le poivron, surtout avec les poivrons qu'on a ici en Algérie, qui ont une forme assez allongée, qui ressemble à la forme de la carotte. Donc ici, la forme ne suffit plus, la caractéristique de la forme ne suffit plus pour distinguer entre la carotte et le poivron. Donc elle aura besoin d'une deuxième caractéristique qui est par exemple la couleur. Si c'est lent et orange, c'est une carotte, si c'est lent et vert, c'est un poivron, etc., etc. On appelle ça des caractéristiques ou bien des features en anglais. Donc maintenant, on doit tester le modèle. Rappelez-vous l'étape 4 dont je vous ai parlé. Comment est-ce qu'on va tester? On va prendre de nouvelles images qu'elle n'a pas encore vues et on va les montrer à la machine. On va voir est-ce qu'elle a su apprendre, est-ce qu'elle a su s'adapter. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Le deuxième paradigme, c'est l'apprentissage non supervisé. Ici, entre guillemets, on va laisser la machine se débrouiller. On ne va pas mettre de label, d'étiquette, etc. C'est à elle de trouver toute seule la manière de différencier les différents éléments de notre base de données. C'est un peu, si vous voulez, comme un petit bébé avec le fameux jeu de mettre les formes géométriques séparément. Imaginez un petit bébé, vous lui donnez un carton avec des formes géométriques, des triangles, des carrés, des cercles, etc. Il va automatiquement mettre les triangles ensemble. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, on est équipés avec de la vision. Il va par exemple compter les sommets. Chaque fois qu'il voit 3 sommets, il va les classer ensemble. Chaque fois qu'il y a 0 sommet, il va les classer ensemble. L'idée d'illustrer ici avec un bébé, c'est pas anodin. En fait, l'IA, elle ressemble beaucoup à un petit bébé humain. Elle a besoin de voir énormément d'exemples pour pouvoir apprendre à les exploiter. Par exemple, un petit bébé, il voit une bougie pour la première fois, il ne sait pas, il va mettre son doigt, ça va le brûler, ça fait mal, il va enregistrer qu'il ne faut pas qu'il mette son doigt la prochaine fois, etc. Le dernier paradigme, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Ici, c'est complètement différent des deux premiers paradigmes. Ici, on va utiliser un système de récompense et de pénalité avec la machine. On va récompenser la machine quand elle se comporte bien, entre guillemets, et on va la pénaliser quand elle se comporte mal. Ici, la machine, elle est confrontée à ce qu'on appelle un environnement. Et elle va prendre des décisions qu'on appelle des actions. Je vous ai mis un exemple très simple ici sur la droite. On a programmé une machine pour trouver la porte de sortie d'un labyrinthe. Elle doit le trouver toute seule. Comment est-ce qu'on a fait? À chaque fois qu'elle prend une action, elle fait un pas. Si ce pas est une bonne action, c'est-à-dire qu'il l'a rapproché de la solution, on va lui faire un plus 1 par exemple, pour simplifier. Si elle fait une mauvaise direction, on va lui faire un malus, une pénalité, un moins 1. C'est la somme de ces pénalités et récompenses qui vont lui montrer est-ce qu'elle est dans la bonne direction ou pas. Donc ce que vous voyez ici dans l'animation, c'est le résultat final. La machine a été entraînée et elle trouve à chaque fois la porte de sortie dans le labyrinthe. Je vais maintenant passer aux applications concrètes de cette IA dans la médecine. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Comment est-ce que j'ai structuré ça? Je vais parler de certains sous-domaines de l'intelligence artificielle qui nous intéressent spécifiquement dans la médecine interne. Le premier sous-domaine qui est largement utilisé en médecine aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur.
Comme son nom l'indique, c'est le fait de donner à la machine la capacité à voir une image, à l'interpréter et à détecter quelque chose dans cette image. Comment c'est possible? Vous savez qu'une image, ce n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de pixels, des petits carrés de couleurs. Si on prend l'exemple d'une image en noir et blanc, comme ici, on pourrait transformer ces pixels en chiffres, en nombres. Pourquoi? Parce que la machine, elle préfère toujours manipuler les chiffres et faire des opérations dessus. C'est plus facile pour la machine. Imaginez par exemple qu'on dise, si c'est un pixel blanc, c'est un 0, si c'est un pixel noir, c'est un 256, et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est des variantes de gris, c'est des teintures de gris, 40, 45, 50, etc. De cette manière, on a pris l'image, on l'a transformée en une matrice mathématique, tout simplement. Et la machine, elle préférera toujours ça. Elle va prendre l'image, elle va analyser les contours, et par exemple ici, on a programmé une machine pour détecter les différents chiffres. Donc de 0 à 9, elle va détecter que c'est un 3 grâce aux différents contours de ces pixels. Alors pourquoi ça nous intéresse en médecine? Ça nous intéresse parce qu'on peut faire ce qu'on appelle de la détection de cancer dans les radios et les IRM. On peut par exemple détecter les cancers dans les mammographies. Comment c'est possible pour la machine? Parce qu'on lui montre des millions d'exemples de mammographie antérieures. Elle a analysé tous les patterns, tous les schémas possibles. Elle est très bonne pour déceler des patterns très subtils qui pourraient échapper à l'œil humain. On a des pourcentages très satisfaisants, surtout dans les dernières années, pour la détection du cancer du sein en particulier. On a largement dépassé les 90% de détection et on a aussi une réduction de ce qu'on appelle les faux positifs. Autre avantage de l'IA ici, c'est que la machine ne se fatigue pas, ne s'ennuie pas, elle n'a pas de saut d'humeur. Elle peut travailler pendant des centaines d'heures consécutivement sans baisser de performance. Autre exemple, c'est le diagnostic des maladies pulmonaires. De la même manière, on peut analyser les radios pulmonaires, les scanners thoraciques, etc., pour déceler les maladies telles que la pneumonie, le Covid. Il y a eu des milliers d'articles publiés dans les 4 dernières années pour le Covid. On a eu, pareil, des pourcentages très satisfaisants. Deuxième sous-catégorie de l'IA qui nous intéresse en médecine, c'est ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Donc NLP en anglais. C'est très simple, c'est tout ce qu'il s'agit de traiter, manipuler les mots, les phrases, les lettres, donc tout ce qui est traduction, analyse de texte, résumer un texte, etc. Je vous ai mis un exemple ici, vous avez tous des boîtes mail ici, vous savez qu'il y a des spams, des fois que vous recevez des arnaques que vous ne voyez même pas. Donc Gmail les met automatiquement dans le dossier des spams. Comment c'est possible? Parce que Gmail est équipé en fait d'une intelligence artificielle qui va analyser le mail et s'il voit des mots ou des phrases qui sont suspectes, il va directement les classifier comme spam et les jeter dans le dossier de spam. Pourquoi ça nous intéresse en médecine? On pourrait utiliser ça pour automatiser la documentation clinique. Imaginez une prise de notes automatisée en temps réel. Vous êtes en train de parler à votre machine et elle va transcrire ce que vous êtes en train de dire. Pas uniquement transcrire, elle va synthétiser, résumer, vérifier la véracité. Vous allez sortir avec un document professionnel en temps réel pendant que vous êtes en train de parler. Donc bien sûr, ça permet une automatisation. Ça permet également un gain de temps et d'effort pour le médecin. Temps et effort qu'il pourrait réinvestir dans les soins directs aux patients. On pourrait également imaginer une génération de notes médicales à travers des conversations médecin-patient. Imaginez, vous êtes en consultation, vous êtes en train de discuter, vous allumez votre IA, vous la laissez enregistrer. Bien sûr, ici, il y a un problème de confidentialité, je vais en parler par la suite. Mais imaginez que cette discussion soit résumée en un compte rendu dès que la consultation est terminée. Vous allez avoir tous les détails de ce qui a été dit. L'IA pourrait même puiser dans l'historique du patient et mettre à jour le compte rendu en temps réel. Troisième point où l'IA est assez performante, c'est suivre quelque chose dans le temps. L'IA est assez performante pour suivre quelque chose, par exemple un patient, sur 20, 30, 40 ans, former une sorte de base de données, un dashboard que vous voyez ici sur la gauche, avec des informations résumées sur chaque patient spécifique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour faire ce qu'on appelle des prédictions. On pourrait par exemple prédire les complications médicales. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un sous-domaine de l'IA qui s'appelle l'IA embarquée.
L'IA embarquée, c'est très simple. C'est le fait de prendre de l'intelligence, de l'injecter dans un objet. Cet objet va devenir un objet intelligent. Pensez donc aux montres intelligentes, aux lunettes smart glasses, etc. Donc, pourquoi ça nous intéresse? Imaginez un bracelet pour diabétiques qui pourrait surveiller, par exemple, les niveaux de glucose en temps réel toute la journée et prévenir donc les risques d'hypoglycémie jusqu'à 1 heure, 2 heures à l'avance. Il va prévenir le patient, il va envoyer un message à un proche qu'on aura désigné, par exemple, à un hôpital, à un soignant, etc., etc. Les possibilités sont variées. On pourrait également utiliser l'IA pour prédire les risques de réadmission. Imaginez qu'un patient vient de quitter un établissement. Grâce à l'étude antérieure de son historique et des milliers d'autres exemples, on pourrait prédire dans les 30 jours qui suivent donc sa sortie de l'établissement, quel est le pourcentage de chances qu'il a d'être réadmis. Ça permettrait à l'hôpital de mieux préparer ses ressources, d'anticiper les potentielles réadmissions. Et enfin, on a ce qu'on appelle la personnalisation. L'IA est très bonne pour tout ce qui est contenu, solution personnalisée pour chaque individu. Donc ici, on parle bien sûr de patients. Je vous ai pris un exemple ici. Aujourd'hui, avec le séquençage ADN, ce qu'on appelle la bioinformatique, etc., c'est possible d'avoir des profils génomiques personnalisés. Donc imaginez qu'en interprétant ces données génomiques, on puisse recommander des traitements personnalisés pour chaque individu, pour chaque patient, et même prédire la réponse qu'il aura à certaines thérapies, notamment pour les patients atteints d'un cancer, etc. Alors bien sûr, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, il y a toujours la question de l'éthique et de la morale qui vient se poser systématiquement. J'insiste toujours sur ce point parce que j'estime que c'est très important, surtout dans le cadre de la médecine. Je vous ai mis ici les 4 points clés, les 4 questions qu'il faudrait toujours se poser en permanence. Tout d'abord, j'en ai parlé tout à l'heure, problème de confidentialité. Je vous ai dit qu'on a besoin de grandes quantités de données pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Le problème, c'est que ces données-là, elles peuvent être privées et personnelles. Il ne faut pas que ces données deviennent publiques, soit par accident, soit intentionnellement. Le deuxième problème, c'est la transparence. Je dois savoir à tout moment ce que la machine est en train de faire et pourquoi elle est en train de le faire. Troisième point, c'est la responsabilité. Imaginez qu'un problème survienne, qu'il y a des pertes humaines, etc. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'informaticien qui a implémenté le modèle? Est-ce que c'est le chercheur qui a écrit l'article scientifique sur lequel le modèle est basé? Est-ce que c'est le médecin qui a simplement utilisé le modèle, etc. Et enfin, on a, comme toutes les technologies, besoin d'un cadre juridique pour justement réguler le fonctionnement de cette technologie. Je vais terminer par les principaux obstacles, les défis qui nous freinent aujourd'hui dans cette collaboration informatique et médecine. Premier défi, c'est un manque cruel de données médicales, surtout les données locales. En fait, c'est toujours mieux d'entraîner l'IA avec des données locales plutôt que des données qu'on trouve sur Internet, pour éviter ce qu'on appelle le biais géographique, etc. Ici, il n'y a pas 36 solutions, il faudrait en fait former ce qu'on appelle des bases de données au niveau local, ça sera bien sûr en collaboration. On a la réticence des professionnels de la santé et des patients, réticence qui est tout à fait naturelle. La technologie, elle est fraîche, elle est nouvelle, et le domaine, il est très sensible. Donc ici, ça devra passer par la sensibilisation, des formations, une transparence totale avec le patient. Si je reprends l'exemple du bracelet pour diabétique, il faudrait expliquer en détail au patient qu'est-ce qui est en train d'être enregistré et pourquoi c'est en train d'être enregistré. On a l'implication des médecins. Ça aussi, c'est un point très important. L'idée, ce n'est pas que les informaticiens fassent des solutions de leur côté et les donnent par la suite au staff médical, aux médecins pour utilisation. Pour moi, ça n'a aucun sens. Il faudrait que dès le départ, les médecins puissent être là pour accompagner. Parce qu'après tout, les experts en médecine, ce ne sont pas les informaticiens, ce sont les médecins. On a le manque d'infrastructures technologiques. Vous savez que pour créer des solutions IA, pour entraîner les modèles, on a besoin d'ordinateurs, de stations de calcul très puissants, donc cartes graphiques, RAM, disques durs, etc. On manque cruellement de moyens jusqu'à aujourd'hui, donc il faudrait investir dans ce qu'on appelle des centres de calcul et pourquoi pas encourager des partenariats publics-privés, parce qu'après tout, c'est tout le monde qui serait bénéficiaire si on arrive à aboutir à de beaux projets, etc. Et enfin, on a une collaboration qui est assez limitée, malheureusement, entre les disciplines. Ce n'est pas propre à l'informatique et à la médecine.
Malheureusement, c'est un problème qu'on rencontre entre toutes les disciplines. Ici aussi, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait faire des sortes d'ateliers multidisciplinaires, c'est-à-dire travailler ensemble entre les médecins et les informaticiens sur des projets concrets, même des petits projets au départ, pour voir qu'il y a quelque chose de possible concrètement et avancer dans ce sens. Et enfin, des formations IA médecine des deux côtés, donc former les médecins mais également les informaticiens. Alors, pour conclure, je dirais que l'IA n'a jamais été là pour remplacer le médecin humain. C'est impossible. Elle est là pour le rendre plus performant. Elle permet d'automatiser les tâches répétitives, ce qui va lui libérer du temps et de l'effort pour les tâches directement liées aux soins aux patients. Elle permet également d'améliorer, dans certains cas, la précision des diagnostics, on l'a vu pour les tumeurs, etc. Son succès dépend évidemment d'une intégration éthique, je vous l'ai dit, c'est très important, et collaborative entre les deux disciplines. Le petit schéma que je vous ai mis à la fin, c'est pour moi ce qu'on devrait viser. L'objectif, c'est de créer une sorte de cercle vertueux entre l'IA, l'informatique, et la médecine de l'autre côté. En fait, pour l'IA, on a besoin de données, une large quantité de données qui seront générées par des médecins. Ces médecins vont générer les données, seront injectés dans l'IA, qui vont à leur tour leur envoyer des solutions IA personnalisées. Ces solutions vont améliorer les performances pour générer des données d'encore meilleure qualité qui seront réinjectées dans l'IA. Ça va former une sorte de cercle vertueux. Je vous remercie.